Et pour cette première partie de Smart Patrimoine, on vous propose d'essayer de comprendre quel est le fonctionnement de l'assurance vie luxembourgeoise et surtout d'aller un petit peu plus loin que l'argument récurrent sur le sujet qui est le triangle de sécurité. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine, ici au sommet Patrimoine et Performance, Mathieu Duballet. Bonjour Mathieu Duballet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président et senior relationship manager de Utmost Patrimoine. Alors on peut peut-être s'arrêter une seconde sur Utmost Patrimoine puisque c'est le nouveau nom d'une entité qu'on connaissait avant sous le nom de Lombard International. Racontez-nous Mathieu Duballet. Alors en effet, Lombard International au 31 décembre 2024 a été racheté par le groupe Utmost. L'entité à laquelle moi j'appartiens, qui est Utmost Patrimoine, c'est l'entité de distribution du groupe basée à Paris. D'accord. Et pour revenir un tout petit peu sur cette opération, Lombard International, qui était le premier acteur à Luxembourg, qui administrait un peu plus de 50 milliards depuis Luxembourg, a été racheté par Utmost, qui était un groupe qui était majoritairement basé au Royaume-Uni, mais aussi un petit peu en Italie, en Espagne et dans les pays nordiques. Bien sûr. Et qui ont racheté finalement la compagnie d'assurance vie à Luxembourg pour créer finalement le leader mondial de la gestion de patrimoine en unité de compte, avec aujourd'hui un peu plus de 125 milliards d'actifs sous administration. Un groupe avec une très grosse solidité financière aujourd'hui, 4 assureurs à l'intérieur du groupe, avec le Luxembourg, l'Irlande, Man et Guernesey, et puis une solidité financière qui est reconnue. Un mot de l'assurance vie luxembourgeoise à proprement parler. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent traité, qui a souvent été traité d'ailleurs en lien avec l'instabilité fiscale qu'on a pu connaître en début d'année. On a vu beaucoup de monde sur les plateaux télé dire souvenez-vous, il y a l'assurance vie luxembourgeoise et on le traite souvent via ces deux aspects, ou le côté fiscal ou le côté triangle de sécurité. Quels sont selon vous, Mathieu Duballet, les avantages d'une assurance vie luxembourgeoise ? Alors, ces deux critères sont très souvent des éléments qui sont retenus. En effet, le triangle de sécurité, c'est l'arme qui a été utilisée très souvent pour parler du Luxembourg. La fiscalité, oui et non, parce que fondamentalement, pour un résident fiscal français, la fiscalité va être la même que vous soyez au travers d'un contrat d'assurance vie français ou au travers d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc l'avantage fiscal, finalement, ça change absolument rien. Mais alors pourquoi tout le monde en parlait au moment où il y avait des questionnements sur le projet de loi de finances? C'était pour avoir des avoirs hors de France? Non, je pense que le sujet, il porte plus sur la problématique fondamentalement de la mobilité. D'accord. Où en fait, un client qui va décider de s'expatrier va pouvoir avoir un contrat qu'on va pouvoir mettre en conformité avec le droit local. Parce qu'en fait, dans le cadre d'un contrat luxembourgeois, vous avez le contrat qui est luxembourgeois parce qu'émis par un assureur luxembourgeois. Mais pour un résident fiscal français, ça va être un contrat luxembourgeois de droit français. D'accord, je comprends. Pour un client portugais, ça va être un contrat luxembourgeois de droit portugais. Et en fait, quand on a un client qui est fiscalement résident en France et qui va ouvrir un contrat luxembourgeois, si demain il part vivre dans une autre juridiction, on va le mettre en conformité avec son lieu d'habitation et donc en conformité fiscale également. Donc oui, ça ce sont des critères, mais fondamentalement aujourd'hui ce que viennent chercher les partenaires quand on parle d'assurance vie à Luxembourg, c'est finalement la fantastique plateforme d'ingénierie financière et d'ingénierie patrimoniale qui va permettre de construire des contrats complètement sur mesure et de bénéficier d'un univers d'investissement qui est totalement inégalé. Alors, c'est là où moi j'aimerais bien avoir des précisions, parce que c'est aussi un argument qu'on entend souvent, l'univers d'investissement le plus large qu'on puisse connaître par rapport en tout cas aux produits ou aux solutions qu'on peut avoir en France. Très bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut investir dans tout? Donc on investit dans un univers d'investissement beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir sur une assurance vie française par exemple. Dans tout, pas forcément. Par contre, il y a un critère principal, c'est que nous, on va avoir beaucoup moins cette problématique du référencement des produits. En fait, on est régulé par une directive qui s'appelle la 15.3, qui va déterminer ce qu'on va pouvoir loger à l'intérieur d'un contrat en fonction de la typologie du client, finalement de sa surface financière et de son appétence au risque. D'accord. Et une fois qu'on a la surface patrimoniale suffisante, finalement, le champ des possibles, il est quasiment illimité, puisqu'on va pouvoir investir dans des actions en direct, on va pouvoir investir dans des obligations en direct, on va pouvoir investir dans des produits structurés sur mesure, on va pouvoir investir dans des actifs alternatifs, des fonds alternatifs, mais on va aussi pouvoir exploiter une thématique qui est très souvent mise en avant en ce moment, qui sont tous les actifs du private market. La dette privée, le private equity. Mais là, Mathieu Duballet, dans tous les exemples que vous me donnez, moi je les retrouve dans l'assurance vie française. Pas avec la même diversité. D'accord, c'est là la différence? Là, en effet, on n'a absolument pas de nécessité de référencement. Donc, si vous voulez mettre des titres qui sont des titres US à l'intérieur d'une police, vous allez pouvoir. Si vous voulez mettre la quasi-totalité des actifs de private equity de la place, aujourd'hui, chez nous, c'est un peu plus de 8 milliards d'actifs non liquides qu'on a investis pour le compte des clients sur 4000 fonds différents. Donc le sujet, il est sur le référencement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment... Il est sur la diversité, et je pense que tous les actifs qu'on va retrouver à l'intérieur des polices à Luxembourg, on ne retrouve pas les mêmes dans les contrats français. Donc en fait, c'est toute cette diversité, c'est toute cette allocation d'actifs, c'est toutes ces recherches de thématiques
Et puis derrière, après, à l'intérieur d'un contrat, on va pouvoir aussi structurer complètement sur mesure les modes de gestion, puisque les contrats sont multi-modes de gestion, multi-gestionnaires et multi-dépositaires. Donc on va pouvoir avoir une poche qui va être déléguée en gestion à telle ou telle banque pour faire de la gestion sous mandat, et puis conserver en tant que client accompagné par mon conseiller, une poche sur laquelle on va participer à la sélection des actifs et aller chercher des articles très spécifiques de dette privée, de private equity, des fonds qui ne sont pas forcément référencés. Moi, quand je suis arrivé dans cet univers-là, j'avais passé quasiment une quinzaine d'années dans l'univers de l'asset management. D'accord. En ayant fait des études dans cet univers-là, malgré tout, la première allocation que j'ai vue, je ne connaissais pas un fonds, mais surtout, je ne connaissais même pas les maisons de gestion. Donc en fait, on a une diversité. Pourquoi? Parce que c'était des maisons de gestion internationales Parce que c'était des maisons de gestion internationales qui n'étaient pas forcément distribuées en France. D'accord. Parce qu'on on va avoir des gens qui vont avoir accès à un univers des possibles beaucoup plus large que celui qu'on connaît. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se faire accompagner quand on veut faire de l'assurance vie luxembourgeoise? S'il faut paramétrer quelque part la manière dont on a envie de l'utiliser, si l'univers d'investissement est tellement large que même un professionnel en France ne connaît pas forcément toutes les maisons, ça veut dire qu'on ne peut pas y aller seul, il faut se faire accompagner? Je pense que déjà dans la gestion de patrimoine de façon générale, je ne connais pas grand monde capable de très très bien gérer tous les aspects seul. Se faire accompagner, c'est primordial dans la bonne structuration, dans la bonne identification des problématiques. Et dès lors qu'on parle de produits complètement sur mesure, en effet, le champ des possibles est tellement large, mais aussi les rôles des investisseurs et l'identification, voire même si vous ne passez pas par des conseillers, il y a un certain nombre d'actifs sur lesquels vous n'avez pas accès. Donc oui, en effet, il y a une vraie nécessité d'être accompagné pour structurer, pour identifier les produits et aussi pour les accompagner dans le temps et pour trouver les bons moments d'investir, pour trouver les bons moments de sortir, pour trouver les bonnes stratégies. Et oui, une vraie nécessité d'accompagnement quand on parle de Luxembourg. Une dernière question, peut-être un exemple pour montrer, pour illustrer un peu cette profondeur d'investissement. Le private equity, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'espoir sur le sujet en France en matière de rendement ou en matière de diversification. On parle aussi de financer l'économie réelle parce qu'on sort des marchés financiers. Alors, tout le monde n'aime peut-être pas cette terminologie, mais quand on veut faire du private equity dans un assurance vie luxembourgeoise, on peut en faire à l'international. Du coup, ça change vraiment l'envergure de ce qu'on peut faire. En effet, il y a en ce moment un phénomène de quasi-démocratisation de cette classe d'actifs. Alors, on peut la relativiser. Hein. On en parle beaucoup dans les sphères dans lesquelles on évolue. Les investissements sur les actifs private market, quels qu'ils soient, représentent aujourd'hui moins de 3% des investissements des investisseurs privés. Oui. Quand on sait que c'est plus de 35% sur les investisseurs institutionnels et que c'est plus de 55% sur les gros endowments aux US. Donc on a énormément de marge. Oui, ça se popularise, oui, on en parle. Attention, ça reste des actifs qui sont plus complexes, y compris sur les véhicules evergreen, dont on parle de semi-liquides. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pendant de semi-liquides, c'est qu'ils sont aussi semi-illiquides. Bien sûr. Et donc, avant d'investir sur ces actifs-là, il faut bien avoir conscience qu'on est sur des actifs qui sont longs, qui sont potentiellement plus risqués parce qu'on est sur des actifs qui sont non liquides, avec des entreprises qui sont privées. Et donc, il y a une vraie nécessité de recherche sur les équipes. Et puis, c'est un univers qui est extrêmement profond sur le private equity, mais aussi sur la dette privée. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Mathieu Duballet de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président et senior relationship manager chez Utmost Patrimoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission.